c'est ma maman qui m'a donné l'idée d'ouvrir ce restaurant. Mes enfants réclamaient beaucoup les plats de mamie. Ils réclamaient la rechta, ils réclamaient la shorba. Et ma mère me dit, c'est dommage que tu saches pas faire cette cuisine. C'est une cuisine de transmission. Il faut que tu apprennes à la faire, sinon ça va s'arrêter. Ce serait dommage pour tes enfants. Donc elle m'a donné ce livre. Et c'est en le feuilletant où je me suis dit, il y a quand même un truc à faire parce qu'on trouve pas ces plats dans les restaurants à Paris. Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM. Dessus de table, l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, bon week-end. Bonjour Manuel Mariani, comment allez-vous aujourd'hui ? Bonjour Philippe, et vous ? Très bien, critique gastronomique. Voilà, vous allez mieux parce que la semaine dernière, vous étiez victime d'un accident industriel et du travail. Accident du travail. Des petites salmonelles. Des petites salmonelles. Ouais. En général, c'est pas petit les salmonelles. Ah non. Bon. Non. Donc vous avez fait de la publicité à l'endroit où vous aviez mangé, j'imagine. Pas trop, non. Pas trop. Vous avez récupéré toutes vos facultés. Enfin, vous savez que les salmonelles, même avec des produits extrêmement frais ou des œufs frais, vous savez que parfois les salmonelles traversent la coquille. Mais c'est une histoire de quoi alors finalement ? En fait, c'est des petites bactéries qu'on trouve dans des tubes digestifs des animaux ou ceux de l'humain et qui peuvent se. Bon, vous savez d'où vient l'œuf, et voilà. Parfois ça traverse un peu la coquille. Et puis un grand fragile. Manu. Non, mais c'est pour ça quand vous allez dans un restaurant qui vous sert un steak tartare, si on vous pose le jaune d'œuf dans une demi-coquille et le steak, vous renvoyez le steak en cuisine tout de suite. Bien. On vous a ouvert l'appétit. Manu, la nouvelle ambassade de la cuisine algérienne à Paris vient d'ouvrir. Oui, enfin, j'ai envie de dire. Enfin, parce que c'est vrai que les Algériens qui ouvrent des restaurants à Paris, souvent ouvrent des restaurants marocains ou des restaurants de petites brochettes, de grillades. Mais c'est vrai que la cuisine régionale algérienne, les plats traditionnels algériens, à Paris, c'est un peu si on n'a pas des amis algériens pour aller manger chez eux, et même en Algérie, j'ai envie de dire, on l'a souvent dit dans les émissions touristiques, on trouve plus facilement des pizzas ou des paellas en Algérie dans les restaurants que de la cuisine ou des grillades que de la cuisine traditionnelle algérienne. À Paris maintenant c'est fait avec notre invité Hanan Abdelli qui vient d'ouvrir là il y a quelques semaines, tout début septembre, le restaurant Mama Nissa. Alors vous nous expliquerez Hanan ce que veut dire Mama Nissa. Enfin bon, on a une petite idée. Donc 14 rue Mandar à Paris 2e et qui est un restaurant qui ne fait que des plats de cuisine régionale algérienne. Bonjour. Bonjour. Bonjour Hanan. Alors Mama Nissa, on comprend qu'il y a une maman quelque part. Tout à fait, qui s'appelle Anissa. D'accord. Mon père l'appelait Nissa, donc c'est ma maman. Et c'est elle qui m'a donné l'idée d'ouvrir ce restaurant. Un jour où on parlait des plats justement. Oui, au-delà de l'idée, elle vous a donné un livre. Elle m'a donné un livre, exactement. On parlait des plats. Alors, c'est quoi ce livre ? Alors, c'est le livre qu'elle a reçu pour son mariage en 78 à Alger. Elle se mariait, il fallait qu'elle connaisse bien les plats traditionnels algériens et la cuisine. Comment il s'appelle ce livre ? Parce que j'ai regardé, j'ai essayé de trouver les livres de cuisine algérienne. Eh bien, écoutez, je ne sais pas. Parce que la couverture manque. Il manque la couverture, il manque des pages. Il a vécu. Ma maman, quand elle est arrivée en France, elle avait dans sa valise et il y a des pages sur lesquelles on voit encore des traces d'ingrédients parce qu'elle l'a usé. Des spots d'huile d'olive. Exactement. Et elle me l'a transmis parce que mes enfants réclamaient beaucoup les plats de mamie. Ils réclamaient la rechta, ils réclamaient la shorba, et ma mère me dit c'est dommage que tu saches pas faire cette cuisine. C'est une cuisine de transmission. Il faut que tu apprennes à la faire, sinon ça va s'arrêter. Ce serait dommage pour tes enfants. Donc elle m'a donné ce livre et c'est en le feuilletant où je me suis dit il y a quand même un truc à faire parce qu'on trouve pas ces plats dans les restaurants à Paris. Oui, alors quelqu'un qui par transmission de recettes de la part de sa maman ouvre un restaurant sans aide de la restauration à la base, ça fait un peu penser à l'histoire de Fatéma. C'est vrai, côté marocain de la frontière. Alors est-ce que le but du jeu c'est un peu de devenir la Fatéma Al de la cuisine algérienne ? Écoutez, pourquoi pas. En tout cas, si je peux transmettre un maximum de plats, les faire découvrir et en parler, oui, avec grand plaisir. Avec grand plaisir, parce que c'est un sujet vaste. Il y a énormément de choses à dire, énormément de choses à goûter. Oui, puis c'est une longue préparation parce que ça fait deux ans que vous mijotez l'ouverture de ce restaurant et ce projet. Alors ça a démarré effectivement par cet échange avec votre maman, le don de ce livre de cuisine, et après qu'est-ce qui se passe, comment on en vient, d'où vous venez professionnellement et comment on en vient à ouvrir ce restaurant. Professionnellement, j'ai toujours travaillé dans le secteur de l'assurance. Je faisais des modèles mathématiques pour la finance et l'assurance. Et le jour où j'ai eu cette idée,
Je me suis dit, ok, l'idée est bien, ça manque de restaurants algériens. Maintenant, je connais rien à la restauration. Je connais la gestion, puisque j'ai fait une école de commerce. Mais la restauration, je connais rien. Et c'est là où, en me renseignant, j'ai trouvé l'incubateur de Ferrandi pour la restauration. Oui, Ferrandi qui est une école hôtelière une célèbre école hôtelière pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Voilà, qui formait les personnes qui souhaitaient se lancer dans la restauration, en commençant par des cours de cuisine. Donc j'ai commencé vraiment en cuisine pour savoir de quoi on parlait, comment ça se passait, quel était le matériel, comment on découpait, comment on préparait. Au moment où vous commencez, vous avez un parcours professionnel déjà bien installé. Hein, vous gagnez bien votre vie, vous êtes tranquille, vous êtes sur une autoroute. Oui. Vous vous dites que vous allez faire ça pour le plaisir ou vous allez arrêter votre métier à ce moment-là ? Là, je me dis, j'arrête mon métier. Ah, c'était clair dès le départ ? Vous en aviez marre de votre vie professionnelle ? Je me posais des questions sur ma vie professionnelle, sur le sens que ça avait. C'était très, très intéressant pendant plusieurs années. Approchant de la quarantaine, comme beaucoup, je pense, de quarantenaires, je me posais la question du sens, sur le sens de ce que je faisais. Vous leviez le matin, vous aviez plus envie d'aller au bureau, c'est ça ? Ça a été dur, oui. Ouais. C'était dur. D'accord, donc vous avez fait Ferrandi tout en vous disant, là, je vais démarrer ma deuxième vie professionnelle. Exactement. Là, je me suis dit, je tourne la page, je me lance dans autre chose. S'il faut le faire, c'est maintenant. J'ai encore de l'énergie. C'est maintenant que je dois le faire. Et donc, je me suis lancée à fond. Le premier jour du reste de ma vie, comme on dit. Exactement. Vous n'êtes pas une enfant de la balle, hein, puisque vos parents n'avaient pas de restaurant. Pas du tout. Il a fallu retourner à l'école. Oui. Hein, surtout quand on a fait des brillantes études, hein, parce que vous avez fait une école de commerce, brillante. J'ai fait l'ESSEC, oui. Ouais, vous vous retrouvez chez Ferrandi. Là, vous repartez de zéro ou pas ? Disons que les connaissances en gestion, je les avais, puisqu'on nous apprend à gérer. La restauration, c'est aussi beaucoup de gestion des coûts, de gestion. Surtout la gestion. Absolument. C'est exactement. Il y a beaucoup de restaurateurs qui mettent la clé sous la porte les 3 premières années pour des questions de gestion. C'est vraiment difficile. Il faut être très vigilant sur la façon dont on gère son budget, ses stocks. Il ne faut pas gaspiller. Il faut aussi pouvoir produire. Donc sur la gestion, j'avais des connaissances. En revanche, sur tout ce qui était cuisine en tant que telle, alors là, ça a été une découverte. Et je continue à découvrir en pratique. Hein. Ouais, Joël Robuchon disait que le succès d'un restaurant, c'était à plus de 70% sa cuisine, mais que sa pérennité, c'était à plus de 70% sa gestion. Bien sûr, absolument. Donc le fait d'avoir les deux, c'est assez indispensable aujourd'hui. Tout à fait, tout à fait. Qu'est-ce que vous avez appris chez Ferrandi alors ? Vous avez appris à tailler des oignons ? Oui, déjà. Vous avez appris les fameuses règles HACCP ? HACCP, donc on voit que c'est une réglementation qui est très stricte. Draconienne. Absolument. Pour ceux de la salmonelle. Oui. Par exemple, ça fait partie vraiment des sujets qu'on voit. C'est la cata, ça, ouais. Ah, ça fait partie des drames dans la restauration. On nous parle évidemment que des cas vraiment critiques qui ont fait des morts, etc. Donc ça fait très peur, surtout quand on arrive dans le métier. On se dit non, mais là, il va falloir être extrêmement rigoureux parce que ça peut aller très vite. Parce que vous n'avez pas une formation de cuisine algérienne à ce moment-là. Vous avez une formation à la cuisine générale. À la cuisine générale. Ouais. Et justement, pendant cette formation chez Ferrandi, on a ce qu'on appelle le concept lab. C'est-à-dire qu'on doit mettre en œuvre notre projet en grandeur nature. On nous donne une salle qu'il faut décorer. On a un chef, donc c'était Éric Trochon, le parrain de notre promotion, qui lui va nous aider à déployer notre carte, à la mettre en œuvre avec une brigade. Ils invitent des clients qui viennent tester. Et donc, il a fallu vraiment faire la carte, envoyer les plats et transformer une idée en restauration miniature d'abord, avant de le déployer en vrai. Qu'est-ce qui était le plus dur pour vous à apprendre ? Le plus dur pour moi, c'était de me dire que pendant plusieurs années dans ma carrière, j'avais des deadlines. C'était une semaine, j'avais une présentation à faire, un PowerPoint, etc. Là, la deadline, c'est à midi. Il faut que tout soit prêt à être envoyé. Et c'est une pression de dingue. Il faut vraiment commencer très tôt. C'est physique. Là où quand on est quand on a un travail de cadre, on est derrière un ordinateur. Là, on piétine toute la journée, on court, on porte des charges. Ça a été pour moi, ça a été le plus grand changement. Et après, j'adore parce que j'ai une nature à bouger. Je tiens pas en place, et donc c'est vrai. Mais physiquement, il faut s'habituer. Oui, c'est les 35 heures, mais par jour dans la restauration. C'est ça. C'est exactement ça. Et puis après, on fait de l'administratif, et puis on fait de la gestion, et puis il faut passer les commandes le soir, et on s'arrête jamais. C'est passionnant.
Les gens qui se lancent dans la restauration, longtemps ont été des gens qui ont fait ça très très jeunes, hein, qui rentraient à 16 ans, ils étaient apprentis, c'était la passion de leur vie. Vous avez une première vie avant. Oui. Est-ce que ça aurait été la même chose si vous avez commencé à 20 ans tout de suite après le lycée Henri IV? Je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Est-ce que j'aurais eu la même passion, la même envie? Passion, ouais, c'est ça. Je pense pas, parce que là, je le fais vraiment avec recul, dans la mesure où je sais exactement ce que je veux. Je le fais en toute connaissance de cause parce que je sais ce que ça me coûte sur le plan familial. J'ai 2 enfants jeunes que je vois moins du coup depuis quelques temps, depuis qu'on a ouvert le restaurant. Sur le plan financier, je sais que ce sera pas comme avant parce que c'est évidemment différent. Parce que la vie que vous quittez, c'est une vie où tous les mois on a un salaire qui tombe. Voilà. Exactement, on se pose pas de questions, on se dit pas aujourd'hui combien j'ai fait. Là aujourd'hui, je connais mon point mort, combien de clients faut qu'on ait dans la journée pour pouvoir payer nos charges, etc. C'est pas du tout la même approche. Vous ouvrez dans une période en plus un petit peu particulière. Tout à fait. Puisque effectivement avec le Covid, la restauration fait partie des secteurs d'activité qui sont des plus incertains, hein, on va dire. Mais là effectivement, il n'y a pas eu trop de casse là avec les annonces, hein, comme à Marseille par exemple, les pauvres. Vous avez bien choisi la ville pour ouvrir votre restaurant. Vous parliez de votre maman qui vous a donné l'envie d'ouvrir le restaurant, mais on la voit beaucoup en photo sur vos réseaux sociaux. Alors, mais votre maman, elle met la main à la pâte dans le restaurant? Oui. Maman, elle est là, hein. Elle est avec nous. Il y a certains plats qui demandent un tour de main qu'aujourd'hui seule ma mère détient. Par exemple, la rechta, qui sont les pâtes fraîches algéroises, qui demandent un savoir-faire que les mamans et les grands-mères ont et transmettent à leur filles. Vraiment un fil tout fin. Exactement. Donc ma mère nous donne un coup de main. On a une équipe de professionnels qui est encadrée par un chef qui s'appelle Simon. L'équipe est très bien, elle travaille bien. Ma mère leur transmet ses recettes, mais c'est vrai que ma mère est là pour vérifier que tout ce qui sort a bien le goût, les bons mélanges d'épices, parce que là aussi, c'est une cuisine où les mamans cuisinent à l'œil. C'est un héritage de l'ESSEC, vous êtes dit, il faut que je mette quelqu'un au contrôle qualité. Exactement. Et même le couscous, aujourd'hui, c'est maman qui le roule elle le fait cuire 3 fois à la vapeur, elle le roule à la main, délicatement, etc. Et donc, aujourd'hui, elle est très impliquée avec nous en cuisine. Et ça, vous l'avez appris, vous, par exemple, ou vous avez toujours pas ce tour de main? Je l'ai toujours pas. Mais je vais vous dire, quand on était chez Ferrandi... C'est intéressant de voir ceux qui nous écoutent, si finalement, ils ont réussi, juste parce qu'on parlait de cuisine de transmission, à avoir le coup de main de leur mère. Et pourquoi c'est tellement difficile? Ça se fait à la pratique, ça se fait à l'usage. Il faut du temps. Il faut le faire, le refaire plusieurs fois. Et quand on avait fait le Concept Lab chez Ferrandi, il y avait des choses que le chef, qui est étoilé, qui est extraordinaire, ne savait pas faire. Et me disait, ça c'est un tour de main de, oui, vous parlez d'Éric Trochon, qui est non seulement étoilé, mais meilleur ouvrier de France. Meilleur ouvrier de France, exactement. Et qui est parce qu'en plus, votre concept, c'est ce qu'on appelle un fast good à Paris, c'est-à-dire c'est l'idée du fast food, mais pas en junk food, donc avec des bons produits, des produits sains, ilsi, etc. Donc vos recettes, elles ont été contrôlées aussi par une diététicienne. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'Éric Trochon, c'est aussi un spécialiste du traiteur, tout ce qui est traiteur. Donc je pense que c'était plutôt, il a dû avoir pas mal de bons conseils pour vous aider à monter votre projet. Comment un chef étoilé, meilleur ouvrier de France, voit ce concept un peu fast good, un peu parisien et puis très roots algérien à la fois? Lui, il s'est très vite intéressé au concept parce que pour lui c'était nouveau. Il connaissait pas la cuisine algérienne. Il a vu toutes nos épices, il a vu nos plats. Donc il m'a accompagné d'une manière très poussée, très suivi. Il s'est passionné pour le projet. Et il me disait effectivement, au départ j'étais partie sur l'idée d'un restaurant traditionnel. Et puis très vite je me suis dit, pour m'adresser à une clientèle pressée, une clientèle de midi, pour sortir aussi du cliché, quand on va manger algérien, il faut se poser, il faut passer 3 heures à table, etc. Plus 3 heures pour digérer après. Plus 3 heures pour digérer. Et ben il faut casser ça, il faut aller sur quelque chose de rapide, où tout est prêt, les gens arrivent, ils consomment ça même au bureau. Pourquoi est-ce qu'au bureau on mangerait pas de la cuisine qui est savoureuse, qui est une cuisine de maman, qui a du goût? C'est ça aussi la promesse de Mamanissa. Surtout dans le quartier où vous êtes implanté, puisque Exactement. Vous êtes dans une rue piétonne, rue Mandar, dans le quartier Montorgueil, donc très
très bobo, on dirait chichi à Alger. Et donc vous avez effectivement une clientèle avec toutes les startups du coin, le Sentier et ses startups high-tech sont pas loin. Il y a beaucoup de bureaux, beaucoup d'indépendants. Alors votre clientèle, est-ce que vous avez une clientèle algérienne qui commence à se constituer, ou c'est des bobos curieux du quartier Montorgueil qui viennent vous voir? Comment ça se passe? Écoutez, c'est les deux. J'ai d'un côté les clients du quartier Montorgueil qui viennent, et c'est génial parce que ce que je dis, c'est qu'ils reviennent avec des collègues. Ils nous ont commandé des plateaux repas pour les réunions. Enfin, c'est formidable parce que ça commence à prendre, ça leur plaît, ils découvrent. Et d'un autre côté, c'est une clientèle algérienne, et c'est formidable parce que il y a une fierté algérienne autour du concept Mamanissa et autour du restaurant, parce que ça leur plaît. Ils me disent bravo de mettre en valeur notre gastronomie. Et certains qui viennent manger par exemple la rechta. J'en ai plein qui viennent parce que leur maman n'est pas là, leur grand-mère n'est pas là, et ils viennent manger la rechta. Avec une nouvelle adresse pour manger la cuisine algérienne à Paris, Manuel Mariani, s'appelle Mamanissa. Absolument, Mamanissa, nouveau restaurant algérien. Alors, je le répète, pour ceux qui nous rejoignent après cette pause, pas des restaurants algériens comme on en trouve déjà à Paris, qui font soit de la cuisine plutôt marocaine, soit des brochettes et des grillades. Un vrai restaurant algérien avec des vrais plats algériens, de la rechta, des dolmas de sardines, ou kefta de sardines, et des coca et autres plats typiques algériens de la street food ou de la cuisine traditionnelle familiale et cuisine régionale. C'est 14 rue Mandar, dans le 2e arrondissement de Paris, s'appelle Mamanissa, et on est avec donc sa fondatrice Hanan Abdelli. Alors, on se demande souvent si la cuisine algérienne, elle peut aller au restaurant, si elle doit sortir des cuisines des mers. Ce qui est intéressant, c'est que vous disiez que quelque chose comme la rechta, qui est a priori très simple pour ceux qui la mangent, en fait, c'est très compliqué à faire. C'est vraiment très technique. Tout à fait. Ça a l'air tellement simple, et c'est compliqué de faire simple parfois. Absolument, c'est compliqué. C'est un plat qui demande du temps, de la patience pour travailler ces pâtes qui sont tellement fines. Ce sont des fils, et donc il faut pas les abîmer, il faut pas les déchirer, il faut pas qu'ils collent entre eux. Donc il faut les garder, ce côté aérien. On les cuit 3 fois à la vapeur. Et pareil, pour chacune des cuissons vapeur, il faut vraiment garder les pâtes telles qu'elles sont au départ. Ouais, on commence à trouver d'ailleurs ces pâtes, ces rechta en version sèche, pour pouvoir les acheter toutes prêtes et n'avoir qu'à les cuire, mais c'est quand même pas pareil, quoi. C'est pas pareil que les faire fraîches et les cuire selon le mode traditionnel. Alors, quand vous avez pensé votre carte, quels sont les basiques que vous avez voulu y mettre dessus ? Pour moi, les basiques, il y avait la rechta. Franchement, pour moi, c'était le truc à faire découvrir parce que ça fait partie des plats vraiment algériens, algérois. C'est patrimonial. C'est patrimonial, exactement. Ouais. Tout Algérien, surtout tout Algérois, connaît la rechta et en a mangé. Et je me demandais pourquoi on ne la trouvait pas dans les restaurants français. Donc ça, c'était obligatoire. Cet hiver, on aura la charchoura. Là, je la fais pas parce que pour l'instant, il fait encore un peu chaud. C'est de biskra. C'est un plat traditionnel aussi que les Algériens connaissent très bien. Ce sont des crêpes fines du sud de l'Algérie. Oui, à ne pas confondre avec la shakshuka. À ne pas confondre. Que vous faites déjà là en ce moment. Exactement, c'est la charchoura. Et on les arrose d'un bouillon rouge bien épicé. Pas pimenté, bien épicé, avec de la courge, de la coriandre, de la viande de bœuf qui a mijoté très longtemps. Et ça aussi, c'est un plat que j'aimerais proposer et faire découvrir à un public qui ne connaît pas, ou permettre à des Algériens de le manger au restaurant. Dans le patrimonial, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Dans le patrimonial, dans tout ce qui est street food, il y a la galantica qu'on propose. Calentica, il y a plusieurs appellations. Ouais. Manu, c'est quoi l'origine de la calentica ? Alors l'origine de la calentica, ça vient du siège du fort dont je vais retrouver le nom à Oran. Santa Cruz. Voilà, le fort de Santa Cruz. Ouais. Le fort de Santa Cruz à Oran en 1703, qui est assiégé par voilà. Donc les militaires espagnols sont confinés, c'est à la mode le terme, sont confinés dans le fort de Santa Cruz, et ils se retrouvent à court de provisions, et puis ils n'ont pratiquement plus que des pois chiches secs pour manger. Donc le cuisinier du fort, il a mixé les pois chiches secs, ça a fait une espèce de farine, et puis il a rajouté ce qu'il avait sous la main, c'est-à-dire de l'eau, de l'huile d'olive, du cumin, du sel, de l'harissa. Il a mis tout ça dans un grand plat et il a collé ça dans le four à pain. Et les soldats étaient tellement affamés que quand il a sorti le plat, ils se sont tous jetés sur les plats pour prendre les trucs à main nue,
au risque de se brûler. Et le chef espagnol disait calentita, calentita, ce qui veut dire très chaud, pour pas qu'il se brûle. Et puis ce plat est resté avec un défaut de prononciation sous le nom de calentica, avec quelques variantes selon les époques, selon les régions. Carantica, caran, calentica, granteta, carantica, enfin il y en a pas mal. Garantita aussi, ça c'est quand elle est garantie pure pois chiche. Sans OGM. Ou garanteta, c'est ça. Et même Rami à Sidi Bel Abbès, qui veut dire le chaud. Voilà. Et donc ça vient effectivement de l'espagnol et c'est pour ça aussi donc le fort Santa Cruz à Oran, c'est pour ça que c'est une spécialité typique d'Oran. Alors on parle souvent de flan, moi je dirais plutôt un espèce de clafoutis mais sans fruits dedans au niveau de la consistance. Vous êtes d'accord avec ça, Anan, sur le clafoutis? Moi je dis flan parce que c'est tout crémeux. Mais effectivement, clafoutis, ça peut aussi. Moi, je dis clafoutis, c'est par rapport à la présence de farine, en fait. C'est surtout ça. Ouais, d'accord. Sur quelle base de recette vous vous appuyez là au restaurant? Vous prenez quelle recette? La recette de votre mère, la recette? Ah oui, là c'est les recettes de ma mère. En fait, ce sont les goûts de mon enfance, les goûts que j'ai toujours mangés. D'ailleurs, c'était marrant. Il y a quelques jours, on en a discuté en cuisine parce que ma mère aime bien que je goûte. Quand on a fini un plat, elle me dit tiens goûte, est-ce que c'est ça? Et on a eu une discussion avec le chef Simon parce qu'il a dit moi j'ai goûté, c'est bien. Et elle lui dit mais elle mange ça depuis qu'elle est petite et c'est exactement quel goût. Alors, ça doit. Vous parlez du chef Simon, celui qui a un très célèbre site internet? Non, c'est notre chef. Parce qu'il y a un site internet qui s'appelle Chef Simon, donc je préfère, comme il est très connu, le chef Simon sur internet, je précise pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Non, oui, c'est Simon, il travaille avec nous, c'est un jeune qui est diplômé de Ferrandi. Et qui travaille avec nous au restaurant. C'est un plat street food, la calentica, mais vous le servez avec du pain? Comment vous le servez? Oui, tout à fait. Pour la calentica, il faut prendre un morceau de pain, mettre un peu de harissa, on fait une harissa maison, mettre un peu de calentica et la manger comme ça. Et on l'explique aux clients, c'est une découverte. C'est comme dans les rues d'Alger. Ah oui, parce que les Parisiens, là, je peux vous dire, ils connaissent pas. Oui, de toute façon, ils vont vous écouter puisqu'ils savent pas ce que c'est. Ils vont découvrir. Ils découvrent et ils aiment bien. Rechtal, l'origine, Manu? Alors, dont on parlait tout à l'heure. la rechta, c'est une origine turco-mongole. Ouais, enfin plus au-delà d'ottoman. C'est vraiment turco-mongole. En fait, le mot vient du persan, rista, qui signifie fil ou même filament. Aujourd'hui, on parle de rista en persan. Quand on parle de rista, c'est le filament d'une ampoule. Donc, c'est vraiment un fil très fin et c'est pour qualifier effectivement ces pâtes. Donc, comme le couscous qui à la base est la graine avec sa gangue de farine, c'est le nom de l'ingrédient principal qui est devenu le nom du plat. Donc la rista, en fait, on devrait dire la rishta au poulet et aux légumes, puisque le rishta, ce sont uniquement les pâtes. Après, le mot rechta, il s'est berbérisé aussi sous la forme tareshta. À Tlemcen, on parle encore de tareshta. Donc, c'est originaire du monde turco-mongol, donc c'est 15e siècle, donc c'est quand même assez ancien. Et c'est vraiment aujourd'hui le symbole de la gastronomie algéroise. Moi, j'aime bien le comparer au jambon coquillette des Parisiens, quoi. C'est vraiment le plat qui se fait à la maison par excellence. C'est un plat emblématique. À la base, on le servait pour l'Aïd, pour les fêtes religieuses, les fêtes familiales, les baptêmes, les fiançailles, les mariages. Mais aujourd'hui, c'est vraiment c'est le jambon coquillette de la famille algérienne. Alors, en fonction des régions et des villes d'Algérie, la sauce change de la rechta, non? Elle peut être blanche, parce que Alger, la blanche, à Alger, les sauces sont quand même très souvent Recha Baïda, exactement, voilà. Baïda. Et elle peut être rouge aussi. Ça peut être une sauce rouge dans d'autres régions. Moi, c'est vrai que je la mange toujours. En Kabylie, elle est parfois rouge. Exactement. Je la mange toujours en sauce blanche. Mais... Oui, c'est l'original, on va dire. Ouais. Il y a aussi des divergences au niveau de la cannelle, pas de cannelle. Exactement. Nous, on la parfume à la cannelle. Ouais. On met des bâtons de cannelle dans le bouillon. On met pas de poudre pour pas qu'elle noircisse. Il faut vraiment qu'elle reste blanche. Donc ça infuse. Ce sont des bâtons. Mais vous savez, Philippe, comme tous les plats qui sont typiquement familiaux et que les familles se sont appropriés, aujourd'hui, il n'y a pas une rechta. C'est-à-dire qu'il y a autant de recettes de rechta qu'il y a de familles. Certains y mettent des pois chiches, d'autres non. Certains y mettent du navet, d'autres préfèrent la courgette. Tout à fait. Et donc, il y a autant de recettes de rechta qu'il y a de mama ou de mamanissa, d'ailleurs. Exactement. Tout comme le couscous. Il y a autant de couscous qu'il y a de maman et de grand-mère. La rechta, c'est pareil.
Vous, quelle est la version du couscous que vous proposez? Pour l'instant, là aujourd'hui à la carte, nous avons la version du couscous kabyle à l'orge. C'est un couscous donc à l'orge vert friqué. Exactement, cuit à la vapeur. On prend 5 légumes de saison vapeur. Et on mélange tout ça avec un peu d'huile d'olive. Pour les gens qui veulent des protéines, on ajoute soit un œuf mollet, soit des boulettes de viande hachée. Sinon végétarien. Sinon c'est végétarien, même vegan, quoi. C'est vraiment. Ouais. Oui, d'ailleurs, vous parlez de boulettes de viande hachée. Vous servez la kefta aussi comme à Alger, dans Exactement. Un morceau de pain avec ce qu'on appellerait à Paris des pickles de légumes, quoi. Exactement. Exactement. Et ça a beaucoup de succès dans du pain matelot. C'est du pain traditionnel algérien qu'on fait faire par un boulanger algérien. Et c'est vrai que le sandwich qu'on appelle le casse-croûte de Mamanissa. Dans les mini matelots ou dans les gros? Il nous fait de taille moyenne et on le remplit de kefta. Parce que ça aussi c'est nouveau à Paris. On ne trouvait pas ça à Paris avant. Vous êtes une précurseuse. Écoutez. Alors, la kefta, justement, elle a un autre nom, Manu. Alors, oui, enfin, la kefta de sardine, puisqu'on va parler de ce que vous avez à la carte en ce moment. La kefta pourquoi Alors, kefta de sardine, c'est un autre nom? La kefta, à la base, c'est la boulette, mais on parle des dolmas aussi. Les dolmas de sardine. Alors, la particularité de la dolma algérienne, la sardine, c'est un petit peu sec. Et c'est vrai que quand on la fait en France, souvent, ou si vous regardez sur des sites internet, on vous donne la dolma de sardine. Pour que ce soit plus moelleux, on met du riz dedans. Mais ça, c'est une hérésie culinaire parce qu'on met du friquet, donc qui est du blé vert concassé, dont vous parliez également pour le couscous kabyle, qui va donner à la fois du moelleux, mais qui va garder une certaine mâche, ce qui n'est pas le cas du riz, qui va devenir, qui va se transformer en purée presque avec la cuisson. Alors la recette, elle diffère un petit peu d'une région à l'autre. C'est comme toutes les recettes traditionnelles et familiales. Alors c'est vrai que c'est un petit peu la star du port d'Alger, la dolma de sardine. On mange ça autour du port avec également un petit morceau de matelot pour se faire un petit encas. La particularité de la kefta de sardine, c'est que pour relever le goût de la sardine, on met beaucoup d'aromates. On met de l'ail, du paprika, du cumin. On met souvent du piment aussi dedans. Et c'est quelque chose la sardine, c'est pas cher à Alger. C'est vraiment quelque chose et puis c'est long à préparer quand même parce qu'il faut les vider, les sardines, il faut les nettoyer. Ça, votre poissonnier peut le faire à Paris, mais à Alger, on fait ça en quantité. On passe une journée à vider les sardines, les nettoyer, et puis les boulettes, on en fait plein d'avance, on les congèle, et comme ça, on a des boulettes pour un mois et demi. C'est un peu la tradition algéroise. D'ailleurs, si vous voyez un moustachu sur le port en train de vider les sardines, c'est Manu. C'est ça. Il passe des journées à la pêcherie. Quelle est votre recette, vous, alors, de dolma sardine? De dolma, en fait, là, ce sont plus des boulettes type kefta que dolma. Je fais la différence entre les deux, parce que la dolma, c'est effectivement, donc on peut rajouter une céréale pour faire tenir les boulettes, pas mal d'épices, et ensuite on fait cuire les boulettes dans un bouillon, alors que là, pour le kefta, on les fait... elles sont grillées, oui. Elles sont grillées, et donc on achète les filets de sardines, ensuite on met des oignons, pas mal d'épices, beaucoup d'herbes fraîches, du citron, et ensuite on les fait griller, et on les accompagne de friquet qu'on cuit façon pilaf avec des légumes vapeur. Vous viendrez goûter. Moi, la sardine, alors moi, c'est ma passion. Là, franchement, on n'en mange plus d'ailleurs au resto de la sardine. On n'en mange pas. C'est fini, ça. Et là, on le voit chez Mamanissa, les gens qui aiment la sardine. Ça revient avec la bistronomie. Ouais. Avec la bistronomie, la sardine revient comme le maquereau, etc. Mais elle revient avec des boîtes de sardines très chères. Non, elle revient cuisinée. Cuisinée, mais avec des recettes un peu bobo, quoi. Ouais. On les fera aussi farcies, je pense, avec des herbes, de l'ail, etc. C'est vrai que la sardine, c'est un produit tellement typique d'Alger, de toute la côte aussi. Ouais. Et ça, on peut l'emporter, c'est ça que vous dire aux gens. Vous pouvez aller commander vos sardines et puis les manger au bureau. Les manger au bureau. Oui, parce que vous faites un peu, vous avez un look un peu traiteur-restaurant, c'est-à-dire qu'on a des petits présentoirs avec les salades, les entrées, un petit stand pour les plats aussi qui sont maintenus au chaud. Et alors, comment ça se passe? Vous servez à table ou on passe commander, on prend son plateau, on va s'asseoir? Expliquez-nous. Alors, le midi et le soir, on travaille différemment. Le midi, on est vraiment en mode
de vente au comptoir et donc les gens se servent dans les armoires. Ils vont s'installer à table ou ramènent au bureau. Ils viennent au comptoir pour qu'on personnalise. Par exemple, on évite de mettre la coriandre directement dans les plats parce que comme vous savez, la coriandre c'est une herbe qui est très clivante. Soit on adore, soit on déteste. Elle supporte ni le froid ni le chaud. Voilà. Et en plus, voilà. Donc les gens qui aiment la coriandre viennent au comptoir. Je leur ajoute la coriandre. On peut leur donner du piment quand ils aiment, la harissa, etc. Et donc là, soit ils emportent au bureau, soit ils mangent sur place. En revanche, le soir, on fait un service à table. C'est une autre ambiance. C'est vraiment plus une ambiance cantine avec des gens qui s'installent, qui prennent du vin, qui prennent le temps de manger. Un nouvel endroit pour aller manger algérien à Paris, Manu, il n'y en a pas beaucoup. Eh oui, mais c'est même le premier, on a envie de dire. Le premier restaurant algérien, des restaurants tenus par des Algériens, il y en a effectivement pas mal, mais qui font souvent, comme je le disais, des brochettes ou de la cuisine marocaine, pourquoi pas, et même des pizzas. Mais là, on parle vraiment de cuisine régionale algérienne. C'est l'initiative de Hanan Abdelli, s'appelle Mama Nissa, 14 rue Mandar, à Paris 2e, dans le centre de Paris, Philippe. Alors, vous êtes healthy, et c'est très important pour vous, mais alors au niveau des boissons... Ah, oui, là... Je veux pas dire... J'étais obligée d'avoir du Selecto. Mais au niveau du healthy, vous voyez... Là, c'est un clin d'œil. D'accord. On le dit aux clients qui connaissent pas. On dit voilà, ça c'est plein de sucre. C'est le Sprite et le Coca-Cola algérien. Oui, le Selecto et la limonade Hamoud. Hamoud, c'est moins sucré quand même. C'est vrai que le Selecto c'est hyper sucré. Mais on peut pas ouvrir un restaurant algérien sans proposer de Selecto ni de Hamoud. C'était le clin d'œil obligatoire. Le Selecto, ça vient de chez Hamoud aussi. Hamoud Boualem, pour ne pas le citer. Oui. Alors, Fouzia est avec nous au 01 53 48 3000. Vous êtes la bienvenue, Fouzia. Bonjour Philippe, bonjour à vos invités. Alors Manu et Hanan, oui, Fouzia. Oui, quel plaisir d'entendre enfin il y a quelqu'un d'intelligent qui ouvre un restaurant typiquement algérien. Ah. Merci madame, c'est gentil. Non mais je vous assure, moi ça fait plus de 35 ans que je suis en France. Je suis incapable, mais vraiment incapable de trouver un restaurant algérien. C'est bon. Ouais, on a cherché aussi. Oui, non mais c'est vrai, voilà. En plus, moi je suis une amatrice des restaurants, je ne vous raconte pas. Mais rajouter à tous les plats, après j'ai rigolé quand il a dit cherchera, c'est pas tuktuka. Alors moi je vais rajouter autre chose, cherchura, parce que qu'il y a cherchura, qu'il y a tuktura, ou qu'il y a tuktuka. Voilà. Cherchura, bien sûr, comme elle l'a très bien expliqué la dame, avec le frère comme ça. cherchura, des petits morceaux. Ou tuktuka, c'est des poivrons. Après, rajoutez, vous avez la cuisine algérienne, voilà, c'est la cuisine constantinoise. Et Philippe. Tout à fait. Il y a le chilouche, il y a le chili, il y a Djeri, il y a tellement des plats algériens. Mais Constantine, vraiment, ils sont forts dans la cuisine. Tout à fait. Bon, je sens qu'Hanan va vous voir débarquer bientôt dans son restaurant, non ? Non, mais de toute façon, je vais noter parce que j'ai pas eu le temps de noter l'adresse, mais je suis sûre que je suis venue avec mes amis manger chez elle. Ça fait tellement plaisir de manger dans un restaurant, subhanallah, algérien. Avec grand plaisir. Voilà. Allez, on va vous redonner l'adresse pour les auditeurs également. Donc, c'est Mama Nissa, c'est 14 rue Mandar, M-A-N-D-A-R, dans le 2e arrondissement de Paris. Super, merci beaucoup. En tous les cas, bravo madame. Je m'incline devant vous d'avoir cette idée de faire cherchura, tout ce qui va avec les plats. Le rustawa, ce plat que j'adore, même si je suis de Constantine, mais c'est un plat que je fais souvent. Il y a aussi le mhawar. Le mhawar, c'est un couscous, mais c'est typiquement de Constantine. Tlitli, je sais pas si vous connaissez. Oui, je connais Tlitli et j'aimerais bien, on en avait parlé avec ma mère, on aimerait bien le mettre à la carte. Oui. Et le jali, c'est bien la même chose que la chorbe Afrique. Oui, ça c'est prévu dès le mois de novembre. Oui, parce que vous faites surtout des légumes de saison, donc à la carte vous faites tourner les plats en fonction de la saison. La carte, oui, alors, Fouzia, il y a beaucoup de monde. On vous fait un gros bisou, Fouzia. Merci Philippe, c'est super, mais bravo pour tout ce que vous faites, Philippe. Voilà. Bisous, Fouzia. Merci Fouzia, à bientôt. Mais ce qu'il faut dire, c'est que tous ces plats dont on parle et que les auditeurs de Beurre FM connaissent très très bien sont quand même pour l'instant très peu connu du grand public. Tout à fait. Et comme vous êtes dans une démarche de sensibilisation, et donc il faut y aller mollo aussi. Exactement. On introduira les plats au fur et à mesure des saisons. Là, voilà, les spécialités, on les ajoute au fur et à mesure. On explique, on fait de la pédagogie, on fait goûter. C'est vraiment le but aussi de Mama Nissa. Là, pour le moment, vous êtes avec un bâton de pèlerin à la main et vous posez les premières pierres de la cuisine algérienne à Paris. Exactement. Et c'est petit à petit qu'on va construire ça. Alors Farida est avec nous au 01 53 48 3000. Farida, bienvenue.
Bonjour Philippe, c'est une revenante. Je pense que tu vas reconnaître ma voix. Ah, j'ai reconnu votre voix, Farida. Alors là, même Manu l'a reconnue. Absolument. Comment allez-vous? Alors, je dis bonjour à vos invités. Alors, il y a Anan qui est avec nous, Anan Abdelli. Et c'est un sujet qui me touche beaucoup parce que je suis fan de la cuisine et de la pâtisserie et notamment notre chère cuisine algérienne qui est très vaste et très riche. Alors maintenant que je viens d'associer, vous êtes une vraie revenante, Farida. Là, vous savez, je suis en train d'associer dans mon cerveau. De raccrocher les wagons. Ah oui, parce qu'on a parlé beaucoup de cuisine avec Farida. Oh là 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 là, et de gâteaux en plus. Mais justement, comment vous expliquez que finalement à Paris il y a aussi peu d'endroits où on puisse manger de la bonne cuisine algérienne, Farida? Je pense que les gens sont devenus feignants et préfèrent faire un sandwich grec ou des merguez sur les pochettes que de faire une cuisine très appréciée et notamment très recherchée. Oui, c'est vrai que beaucoup de kebabs, comme on les appelle aujourd'hui, sont tenus par des Algériens, ce qui est une hérésie. Ils pourraient faire de la kalentika, pourquoi pas, ou des sandwichs kefta. Non. Même la kalentika, elle est bien préparée et elle peut être savorée de plusieurs manières. Oui, mais il faut l'imposer aux gens, si vous voulez. Il faut que les gens la demandent. Il faut goûter aux gens. Quand vous faites une carte ou un menu, il faut proposer aux gens ne serait-ce que des petites vignettes pour qu'ils goûtent et qu'ils apprécient. Alors, je ne reviens pas parce que le livre de Maman Lisa, je l'ai lu moi très jeune. Ah, super. Donc, j'apprécie beaucoup et franchement, je l'ai retrouvé dans toute ma bibliothèque de cuisine. Et notamment, en parlant de la cuisine algérienne, de la Kabylie jusqu'à Marmilla, jusqu'au Sud, il y a plusieurs spécialités et franchement, bravo. Si vous voulez un coup de main, on est là pour vous aider. Merci. Mais je partage votre point de vue sur la richesse de cette gastronomie. L'Algérie est un pays grand comme un continent, avec un climat qui est très différent, avec des influences. Bien sûr. Donc je partage complètement. Et elle est inclusive de toutes les régions. Hein. Exactement. Oui, et puis le fait aussi qu'il n'y ait pas de cuisine algérienne, de restaurants algériens, de vrais restaurants algériens en France avec des vraies spécialités algériennes, fait aussi que beaucoup de gens disent oui, de toute façon il n'y a pas de gastronomie algérienne, c'est juste parce qu'elle n'est pas visible. Et les gens disent non, la gastronomie du Maghreb c'est le Maroc, c'est un peu la Tunisie, etc. Mais en réalité c'est par méconnaissance. Exactement. Et certains limitent la gastronomie algérienne au couscous et au tagine en pensant qu'on n'a que ça dans le répertoire culinaire. Et c'est... On a une super spécialité, ça c'est du coup de l'eau jusqu'à la chrétienne, ou je dirais le foie de plusieurs manières, et la sardine aussi. Alors le foie c'est encore une autre histoire, les abats. Hein. C'est plus de la pédagogie qu'il faut faire là, c'est une révolution culinaire. Allez, on vous fait un gros bisou, Farida, parce qu'il y a beaucoup de gens. Revenez quand vous voulez, Farida. Voilà, et bon courage, et on viendra manger chez vous à bientôt. Avec plaisir, Farida. madame. Je voulais qu'on accueille Kamel qui est là. Kamel, bienvenue. Monsieur Kamel, oui. Bonjour. Bonjour Kamel. Bonjour à tous. Bonjour. Et, je vous dis, madame, bravo. Merci. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui pensent partir en Algérie pour faire la cuisine française. Et il n'y a personne qui a pensé. Moi, c'est l'idée. Moi, je suis cuisinier de métier. C'est l'idée d'ouvrir un restaurant typiquement algérien. En France, mais pas en Algérie. Mais vous avez l'idée qui est vraie. Ça va cartonner, madame. Bah écoutez, merci, je l'espère. Ça dépend de vous, cher auditeur. Vous avez une idée. Sur 3 millions d'Algériens en France, il n'y a personne qui a l'idée de faire un restaurant algérien. Et dans les terroirs, cherchez vraiment des recettes qui n'existent plus. Mais vous allez cartonner, madame.
Écoutez, je l'espère. Merci beaucoup. Et je pense que vous n'aurez pas assez de place. Je pense que c'est dommage que vous soyez pas ouverte le samedi et le dimanche, puisque ce sont vos 2 jours de fermeture. Parce qu'à mon avis, vous auriez eu beaucoup d'auditeurs de Beurre FM. S'il y a ceux qui appellent, mais il y a aussi ceux qui n'appellent pas. C'est vrai qu'on a eu souvent l'expérience de parler de restaurants, alors qu'ils n'étaient pas des restaurants algériens, et qui étaient pleins le samedi soir avec nos auditeurs, parce qu'on en avait parlé le midi. Mais ça va ouvrir. Mais lundi, venez lundi. Oui, c'est du lundi au vendredi pour le moment, mais Vous êtes dans un quartier. J'y réfléchis pour ouvrir le samedi. On vous fait un gros bisou, Kamel, parce que l'émission arrive à sa fin en tout cas. Non, juste un dernier point. Oui. Moi, je suis restaurateur, je ne vais pas vous rencontrer. S'il y a moyen de faire quelque chose ensemble, ça serait pas mal. Et je suis très bien placé dans le quartier de Ménilmontant. Écoutez, on peut se parler avec plaisir. Comment s'appelle votre restaurant? Parce que je connais bien Ménilmontant. Passez me voir, les 3 marmites. Pardon? Les 3 marmites. D'accord, oui, je vois où c'est. Voilà, j'ai noté, Kamel, votre numéro de téléphone, donc voilà. Passez me voir avec plaisir. 19. Merci, monsieur Kamel. À bientôt. Chez moi. Merci, au revoir. Au revoir. En tout cas, c'est le premier, parce que vous, il y a vocation aussi à ce que ça devienne une chaîne, finalement. J'aimerais bien, effectivement. C'est ça qu'il faut expliquer aux gens, c'est que ça peut devenir très vite une chaîne dans toute la France. Parce que là, tous nos auditeurs à Toulouse, à Aix-en-Provence, se disent, mais pourquoi Paris, quoi? Écoutez, l'idée, effectivement, c'est que Mama Nissa puisse se dupliquer et avoir d'autres établissements pour essayer de faire découvrir les spécialités d'Algérie partout. Et pourquoi pas une franchise un jour? Oh là là. Pour l'instant, on garde. Il faut qu'on garde tout. Comme vous venez d'un milieu, vous avez fait une école de commerce, on voit que ça a déjà été pensé comme quelque chose qui pouvait se dupliquer en tout cas. Tout à fait. Tout à fait. Ça sent. Vous avez réfléchi à un concept global. C'est exactement ça. C'est exactement le concept. L'idée, c'est de pouvoir le dupliquer. Alors Manu, on rappelle l'adresse. Alors absolument, Mama Nissa, donc 14 rue Mandar, MANDAR, à Paris 2e, dans le centre de Paris, c'est à côté d'Étienne Marcel, des Halles, donc c'est vraiment très central. Il y a un site internet mani2sa.fr et puis pour les gens qui sont un peu casaniers, livraison par Just Eat dans tout Paris, Uber Eats et Deliveroo, et donc à partir de lundi, puisque vous êtes fermé samedi, dimanche. Merci Anan d'avoir été avec nous, merci Manu, merci de nous avoir écoutés, bon appétit, et on vous donne rendez-vous samedi prochain. Bon week-end sur Beurre FM.